la partie centrale présente un champ magnétique uniforme. À droite de l'aimant, les lignes de champ sont déformées et c'est l'effet de Gore. Comme pour les charges électriques, les pôles de nature opposée s'attirent et ceux de même nature se repoussent. Mais contrairement au dipôle électrique, le fait de casser un dipôle magnétique ne permet pas de séparer les pôles. Cela montre l'inexistence d'un monopôle magnétique. Très bien. On peut passer au slide suivant. Je crois que là, nous avons été suffisamment clairs et nous nous sommes étendus sur ce slide par le passé. Je peux passer au suivant? Y a-t-il des questions? Shalom Mariam, je ne vous entends pas. Parlez, s'il vous plaît. Madame, je comprends. On peut- Cette diapositive résume le domaine statique. Grandeur phénoménologique, champ électrique, champ magnétique, densité de courant, densité de charge sont toutes indépendantes du temps. Ces tableaux synthétisent les équations du régime stationnaire, c'est-à-dire les équations valables lorsque le temps n'intervient pas. Dire que le champ électrostatique conservatif veut dire que sa circulation sur un chemin fermé est nulle. De même, dire que le champ magnétostatique est à flux conservatif veut dire que son flux à travers une surface fermée est nul. Nous verrons que cette dernière affirmation reste valable lorsque le temps intervient. En nous aidant des relations déjà démontrées en idée, on déduit que le champ électrostatique dérive d'un potentiel scalaire, que le champ magnétostatique dérive d'un potentiel vecteur. Cette dernière équation, celle du champ magnétostatique, nous verrons plus loin, elle sera également valable pour un cadre dépendant du temps. Comme le potentiel vecteur est défini à un gradient près, on opte pour la jauge de Coulomb pour le choix de A. Très bien. Des questions pour ce slide? C'est bon pour moi, madame. Très bien, très bien. Donc, on va passer au slide suivant. Et on lance la projection. À présent, nous allons introduire le paramètre temps. Quelles seront les conséquences de cette nouvelle donnée? Pour y répondre, nous allons mettre en évidence le phénomène d'induction. Pour cela, nous avons besoin d'un fil électrique, d'un solénoïde, d'aimant et d'un galvanomètre pour faire quelques expériences. Signalons qu'un galvanomètre, comme un ampèremètre, donne l'intensité du courant, mais en plus, il peut préciser le sens de ce dernier. Remarquez bien que nous n'avons pas parlé de générateur. Dans une première expérience, nous avons un circuit. Dans une deuxième expérience, l'aimant perpendiculaire à un aimant. Donc, le champ des objets sont tous deux. Pardon, c'est moi qui ai perturbé, je le reprends. À présent, nous allons introduire le paramètre temps. Quelles seront les conséquences de cette nouvelle donnée? Pour y répondre, nous allons mettre en évidence le phénomène d'induction. Pour cela, nous avons besoin d'un fil électrique, d'un solénoïde, d'aimant et d'un galvanomètre pour faire quelques expériences. Signalons qu'un galvanomètre, comme un ampèremètre, donne l'intensité du courant, mais en plus, il peut préciser le sens de ce dernier. Remarquez bien que nous n'avons pas parlé de générateur. Dans une première expérience, nous avons un circuit de surface constante perpendiculaire à un aimant. Ces deux objets sont tous deux immobiles. Un champ magnétique constant traverse donc le circuit. Résultat, aucun courant n'est enregistré. Dans une deuxième expérience, l'aimant est fixe, donc
le champ magnétique est constant, mais la surface de la boucle varie. Résultat, un courant électrique apparaît. Des questions? Avez-vous des questions? Ça va. Ça va, très bien. Je passe donc au slide suivant. Celui-ci. Je lance. Expérience 3. Circuit fixe, mais aimant mobile. C'est donc une configuration où le champ magnétique est variable. Résultat, un courant électrique apparaît. Expérience 4A. Le champ magnétique est variable, car même si l'aimant est fixe, le circuit, lui, est mobile. Résultat, apparition d'un courant électrique, représenté par une flèche tournante noire sur le circuit. Dernière expérience ou expérience 4B. Dans l'aimant U, le champ magnétique B est uniforme. La surface du circuit est constante, mais il est en rotation. L'angle formé par le champ magnétique B et le vecteur N normal à la surface du circuit est donc variable. Résultat, un courant électrique apparaît. En conclusion à l'ensemble de ces expériences, nous pouvons affirmer qu'un courant électrique apparaît pour 3 raisons. Champ magnétique variable, surface du circuit variable, angle formé par champ magnétique et vecteur surface N variable. C'est le phénomène d'induction électromagnétique. Est-ce que je dois faire des commentaires ici ou est-ce que nous avons assimilé ça durant la séance précédente? Pardon, mademoiselle? Très bien. Alors, on passe au slide suivant. Oui. Oui, on avait bien travaillé cette partie la fois précédente. Je sais. C'était pour au moins dire que, donnée par la loi de Faraday, à un signe ou un près, elle est donnée par la variation dans le temps du flux magnétique. Rappelez-vous que nous avons utilisé un galvanomètre, la raison étant que ce dernier précise le sens du courant. En effet, le sens du courant induit dépendra de la variation du flux. Ainsi, par exemple, si le flux magnétique augmente, le courant induit produira un champ magnétique induit dont le flux servira à réduire le flux précédent. C'est la loi de Lenz. Pour terminer, une force électromotrice induite implique l'apparition d'une nouvelle forme de champ électrique appelée champ électrique induit ou champ électromoteur. Ce nouveau champ n'obéit pas aux mêmes règles que le champ électrostatique. Il n'est pas conservatif. des questions par rapport à ce slide? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Non, non, madame. Très bien, très bien. Slide suivant. Rappelons la loi de Faraday. Cette loi a comme conséquence importante de modifier l'expression du champ électrique. La figure à droite illustre l'application du théorème de Stokes. Elle montre une surface qui s'appuie sur un contour. La force électromotrice induite, E,
est également donné par la circulation du champ électromoteur. L'application du théorème de Stokes est montrée par la flèche verte. Enfin, la flèche bleue relie le champ électrique induit au champ magnétique. Le champ électrique en régime variable est donné par la somme d'un champ électrostatique et d'un champ électromoteur. Nous obtenons alors l'équation dite de Maxwell-Faraday qui crée un couplage entre champ électrique et champ magnétique. Ce couplage n'existe pas en régime stationnaire. On termine en disant que dans le cas général, la circulation du champ électrique n'est pas conservative. Très bien. Ça va pour ce slide? Y a-t-il des questions à propos de ce slide? Très bien. Je passe au slide suivant. Posons-nous la question suivante. Que devient le champ électrique dans le cadre du régime variable? Rappelez-vous, le champ électrostatique est conservatif. Par ailleurs, les développements pour le champ électrique induit sont synthétisés par la flèche bleue. Enfin, nous terminons par donner l'expression générale du champ électrique dans le cadre du régime variable. Le champ électrique total en régime variable est donc égal à la somme d'un champ électrostatique donné par moins gradient de V et un champ électromoteur donné, électromoteur ou induit, donné par moins dérivé de A par rapport au temps. Ça va pour ce slide. On continue. J'ai le feu vert? Très bien. Alors, c'est ici qu'on avait commencé à avoir des problèmes. Quel est l'impact d'un régime variable, c'est-à-dire un régime dépendant du temps, sur le théorème d'Ampère? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le théorème de Stokes. En principe, le théorème de Stokes est applicable à toute surface S s'appuyant sur un contour C. Considérons un condensateur et deux surfaces S1 et S2 s'appuyant toutes deux sur le même contour C. Pour la surface S1, l'application du théorème de Stokes, flèche bleue, conduit à un développement qui montre que le théorème d'Ampère est bien vérifié. Sachant que le courant I ne traverse pas les condensateurs, le théorème d'Ampère appliqué à la surface S2 est-il vérifié? Voilà. Vous avez compris le problème que s'est posé Maxwell. Je continue. Est-ce que je peux aller plus loin? Y a-t-il des questions par rapport à ce slide? Non, madame. Très bien. Voilà le slide suivant, celui-là. C'est là qu'on avait nos grosses difficultés. Surface S2. Les plaques d'un condensateur sont séparées par un isolant. Il n'y a donc pas de courant de conduction, c'est-à-dire aucun mouvement de charge vraie. Signalons que Maxwell a fait un travail de synthèse remarquable en unifiant les lois de l'électricité et celles du magnétisme. Toutefois, sa contribution majeure et originale est l'introduction du courant de déplacement dans la densité donnée par JD égale epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps, qui ne correspond pas à un mouvement de charge vrai, mais qui apporte la solution qui permet de vérifier le théorème d'Ampère, ce qu'il fallait démontrer. Très bien. C'est la première fois que vous l'avez entendu jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce slide qu'on n'avait pas pu visualiser correctement la dernière fois? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Allez, quelqu'un prend la parole, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions par rapport à ce slide? Je vais l'expliquer partie par partie.
Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, très bien, très, très bien. Rappelez-vous, dans le slide précédent, allez, je retourne au slide précédent, celui dans lequel on avait notre condensateur. Notre condensateur, on a un condensateur avec des charges plus et des charges moins, et nous avons choisi un contour C qui entoure le courant. Le courant passe au milieu du contour, à l'intérieur du contour. Nous avons positionné, Maxwell a positionné une surface S1 sur ce contour et une surface S2 sur ce contour. Nous, on sait que si je m'intéresse à la circulation du champ magnétique B sur ce contour C, je peux, en utilisant le théorème de Stokes, passer à rotationnel de B ds et choisir n'importe quelle surface, que ce soit la surface S1, S2 ou S10, je devrais trouver le même résultat mu0i. C'est ça le théorème d'Ampère. Il dit que la circulation d'un champ magnétique sur un contour fermé, ce membre-là, doit être forcément égal à mu0i, c'est-à-dire mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide, multiplié par le courant I qui se trouve à l'intérieur de ce contour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de vérifier que c'est vrai, ça marche pour S1. Pour la surface S1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré de la circulation de B sur le contour fermé C. Il a dit, je vais utiliser le théorème de Stokes appliqué à la surface S1. Et donc, le théorème de Stokes, au lieu de B, je me retrouve avec rotationnel de B. Au lieu de dl, je me retrouve avec ds. C'est ça le théorème de Stokes. Donc, il l'a appliqué à quelle surface? À la surface S1. Et donc, rotationnel de B, nous, on connaît le théorème d'Ampère. Rotationnel de B, c'est la forme locale du théorème d'Ampère. Rotationnel de B est égal à mu0 que multiplie J. Donc, au lieu de rotationnel de B, on a remplacé par mu0 fois J. Mu0, c'est une constante. On l'a sorti de l'intégrale et à l'intérieur, on se retrouve avec JDS. Le flux du vecteur densité de courant, c'est quoi? C'est le courant. Le flux du vecteur densité de courant, ici, ce n'est rien d'autre que le courant I. Donc, pour la surface S1, Maxwell s'aperçoit qu'il n'y a aucun problème. Alors, lui, il s'inquiète, il dit, maintenant, je vais choisir une surface S2. Cette surface S2, elle passe ici, et ici, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de charge qui se déplace, nous n'avons pas de charge vraie qui se déplace. Alors, la question est, est-ce que l'intégrale sur un chemin fermé du champ magnétique B, sur ce chemin fermé C, est toujours égale à mu0i si je m'intéresse à cette surface S2? Voilà la question qu'il s'est posée. Donc, il récapitule en disant, mes plaques sont séparées par un isolant. C'est très bien. S'ils sont séparés par un isolant, c'est que je suis sûr, Maxwell dit, je suis sûr qu'il n'y a aucun courant de conduction qui traverse, qui passe entre les deux plaques. Alors, il a eu, d'abord ici, on vous a donné une information, on vous a dit que M. Maxwell a réussi parce que par le passé, les gens étudiaient l'électricité comme un domaine à part et le magnétisme comme un domaine à part. C'est M. Maxwell qui a vu qu'il y avait, qui a unifié les deux domaines. Il a dit que c'est comme ça qu'est apparu l'électromagnétisme, c'est-à-dire il a unifié l'électricité, les phénomènes d'électricité et de magnétisme. Et son apport le plus important à M. Maxwell, c'est d'avoir résolu le problème de courant de conduction. Ici, si je travaille avec la surface S2, rappelez-vous, ici, entre deux plaques d'un condensateur, il y a un isolant. Et s'il y a un isolant, aucune charge électrique ne peut se déplacer. Alors, il a eu l'idée de regarder. Il s'est dit, c'est quoi le champ électrique à l'intérieur entre les deux plaques d'un condensateur? Ça c'est un résultat de première année, c'est la densité de charge électrique sigma divisée par epsilon 0. Donc, je peux écrire que la densité de charge sigma, ce n'est rien d'autre que epsilon 0 fois E. Très bien. Et donc, si
si on intègre le flux de ce champ électrique, on va avoir la densité de charge. Ça, ce n'est rien d'autre que le théorème d'Ampère. Rappelez, chez le théorème d'Ampère, le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, il dit que l'intégrale du champ électrique, le flux du champ électrique, va me donner Q sur epsilon 0. Donc, nous, on sait que le courant, c'est quoi? C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? La dérivée par rapport au temps, on peut l'imaginer dehors. Ici, j'ai sauté une partie de l'équation. Ici, en principe, c'est dérivé par rapport au temps de tout ce bloc-là. Juste avant ce morceau-là, juste avant ce membre-là, imaginez que j'écrive dérivé par rapport au temps et je glisse ce morceau-là. Donc, je suis là, je l'ai glissé. Donc, epsilon 0, ça ne me dérange pas de le laisser à l'intérieur ou de le sortir. Mais la dérivée par rapport au temps, vous savez que la dérivée, je peux intervertir l'espace et le temps. Donc, la dérivée par rapport au temps, je peux la faire entrer dedans. Parce que ça, c'est l'espace, les intégrales ou la dérivée par rapport à l'espace, c'est l'espace. Et la dérivée par rapport au temps, je peux intervertir. Quand je la rentre, je dis que cette réalité de la dérivée de E scalaire ds, la dérivée par rapport au temps de E scalaire ds, elle est valable pour n'importe quel S. Donc, on voit qu'il n'y a pas de dépendance par rapport à S par rapport au temps. Donc, la dérivée de ce bloc-là par rapport au temps, ça devient uniquement la dérivée du champ électrique par rapport au temps. Maxwell, il a isolé ce bloc-là fois ds et il a inventé, regardez, ce bloc-là, ce epsilon 0 dérivé par rapport de E par rapport au temps, il l'a appelé la densité de courant de déplacement. JD égale à epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps, il a appelé ça une densité de courant de déplacement. Ça ne correspond pas à un déplacement de charge vraie, comme c'est le cas d'un courant de conduction. Conclusion, puisque si j'intègre ce morceau-là, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un courant. Donc, si je multiplie ce courant par mu0, je me retrouve avec l'expression que l'intégrale de B dl, c'est égal à mu0i. Et là, nous avons démontré que grâce à l'introduction de cette densité de courant de déplacement, le théorème d'Ampère est vérifié. Seulement, ça ne s'appelle plus maintenant le théorème d'Ampère, mais ça s'appelle le théorème d'Ampère généralisé. Pourquoi généralisé? Parce qu'il est valable aussi dans le temps. Voilà. Donc, on peut tenir compte soit d'une densité de courant vraie, correspondant de conduction, c'est-à-dire correspondant à de véritables charges électriques, ou bien quelque chose qui se comporte comme un courant, mais qui ne correspond pas à un mouvement de charge vrai. Là, je vous fais peut-être réécouter ça. Là, on réécoute. Surface S2. Les plaques d'un condensateur sont séparées par un isolant. Il n'y a donc pas de courant de conduction, c'est-à-dire aucun mouvement de charge vrai, signalant que Maxwell a fait un travail de synthèse remarquable en unifiant les lois de l'électricité et celles du magnétisme. Toutefois, sa contribution majeure et originale est l'introduction du courant de déplacement dans la densité donnée par JD égale epsilon 0, dérivé de E par rapport au temps, qui ne correspond pas à un mouvement de charge vrai, mais qui apporte la solution qui permet de vérifier le théorème d'Ampère, ce qu'il fallait démontrer. Très bien. Je vous écoute. Y a-t-il une question en particulier que vous voudriez poser? Madame, comment on est arrivé à la conclusion, Bad? Comment on est arrivé à la conclusion? Très bien. Voilà. Regardez. Je dois peut-être retourner ici. Non, non, j'y suis au bon endroit. Donc, ici, la question qu'on se posait, ici, celle-ci. Ici, la question qu'on se posait, c'est que, étant donné que si j'utilise cette surface S2,
je sais qu'il n'y a aucune densité de courant que j'ai appelée le numéro de JC. Il n'y a aucun JC qui peut traverser cette surface S2. Donc, est-ce que je vais dire que l'intégrale sur un contour fermé de B est égale à 0? Il n'y a pas de courant. Est-ce que je vais dire que c'est 0? C'est ça mon problème. Donc, si j'arrive à la conclusion que le théorème d'Ampère est applicable pour la surface S1, mais pas à la surface S2, ça veut dire que le théorème d'Ampère est mis en défaut. Ça veut dire quoi, être mis en défaut? Ça veut dire ne pas être vérifié. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Maxwell? Il a pris celle-là. Il a dit que l'intégrale de BDL, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Et il s'est posé la question et on va aller au slide suivant. Au slide suivant, il a introduit une grandeur qui s'appelle JD, densité de courant de déplacement. Il a eu l'idée de l'introduire parce qu'il s'est rendu compte que, vu que le courant, c'est la dérivée de Q par rapport au temps, donc c'est la dérivée par rapport au temps de tout ce bloc-là. Vous le voyez? Ça, c'est Q. Donc, je peux remplacer Q par ce bloc-là, epsilon 0, intégrale de EDS. Je le plaque ici. En principe, je devrais l'introduire ici. Je peux même l'introduire ici, regardez, mais après, je vais salir mon slide, mais je vais quand même, je le referai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce epsilon 0 dérivé de plutôt epsilon 0 intégrale de EDS, il le place juste ici, à ce niveau-là. Et bien sûr, il n'a pas oublié dérivé par rapport au temps. Ensuite, il s'est dit, puisque je peux intervertir l'espace et le temps, je vais l'introduire à l'intérieur. Epsilon 0, c'est une constante. Elle reste en dehors de l'intégrale, de la dérivée, et en même temps, cette réalité, elle est vraie pour la surface S2, elle est vraie pour la surface S4, S19, S21. Je peux en faire plusieurs de surfaces qui vont toutes se trouver là. Donc, est-ce que la dérivée par rapport au temps, il faut que je la mette ici aussi sur DS? La réponse est non. Elle est indépendante de S. Donc, la seule chose, le seul paramètre qui dépend du temps, c'est notre champ électrique. Très bien. Alors, voilà, epsilon 0 dérivé de E scalaire ds. Donc, on se retrouve avec le flux d'un certain vecteur qu'il a appelé Maxwell, qu'il a appelé JD. Eh bien, puisque J, c'est une densité de courant, J est une densité de courant. Voilà. Et scalaire ds, si j'intègre, je retrouve quoi? Je retrouve mon courant I. Très bien. Maxwell était à la recherche d'un courant pour qu'il puisse dire, ça y est, maintenant quand j'écris le théorème d'Ampère intégral sur une boucle fermée de B, eh bien je trouve mu0 fois le courant I. Mais seulement pour certaines surfaces, il y a lieu non pas d'utiliser la densité de courant de conduction, mais la densité de courant de déplacement. Voilà l'idée novatrice. L'idée qu'il a eue de Gilly. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a quelque chose à poser en vous? Ah oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Oui, je vous en prie. Bien sûr, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est sous vos yeux. Ça y est. Donc, il avait besoin d'un lien avec le courant et en développant ces équations-là, on est arrivé à dire oui, à condition qu'on invente quelque chose qui ressemble, qui a la dimension d'une densité de courant et le problème est réglé. Est-ce que ça va? Et les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? S'il vous plaît. Non. Ça va? Très bien. Donc maintenant, Oui, on ça va. passe. Très bien.
Donc maintenant, on va passer au slide suivant. Déjà, j'enlève le pic. Et où est-ce que je suis? Je suis là. Je suis sur la bonne diapositive. Je vais lancer la bonne diapositive qu'on n'avait jamais vue ensemble. En régime variable, il faut considérer la densité de courant totale, donnée par la somme des densités de courant de conduction et de déplacement. Le théorème d'Ampère devient ainsi, en régime variable, le théorème d'Ampère généralisé et conduit à l'équation d'Ampère-Maxwell que vous avez ici sous sa forme locale et sous sa forme intégrale. Cette forme généralisée montre qu'en régime variable, il y a couplage entre champ magnétique et champ électrique. Il fait apparaître le fait que le champ magnétique a désormais comme source un courant électrique correspondant à des charges vraies et notre source correspondant à une variation du champ électrique. Très bien. Voilà, je vais commenter, avant de vous les autoriser à poser des questions, je vais commenter ce slide pour la première fois. Donc, Monsieur Maxwell, il a dit qu'en régime variable, il faut absolument tenir compte d'une composante pour la densité de courant, d'une composante JC qui correspond à une densité de courant de conduction qui correspond à un mouvement de charge vraie, et aussi lui ajouter un terme qui s'appelle la densité de courant de déplacement, qui ne correspond pas à des charges vraies. Voici JC, nous l'avons appelé comme toujours vecteur densité de courant de conduction, et JD introduit par M. Maxwell, il l'a appelé vecteur densité de courant de déplacement. Donc, ici, c'est une sorte de conclusion. Le fait que Maxwell ait introduit la densité de courant de conduction a permis de généraliser le théorème de Maxwell, d'Ampère, et il s'appelle maintenant le théorème d'Ampère généralisé ou le théorème de Maxwell-Ampère. Voici, il a réussi à dire que la circulation du champ magnétique sur notre contour C, il nous conduit bien à la relation mu0 fois I. Donc, que j'utilise la surface S1, je retombe sur mu0i. Si j'utilise la surface S2, je retombe sur mu0i. Et n'importe quelle surface que je prendrai, je retomberai sur mu0i en tenant compte, pour la densité de courant, de la somme des deux densités de courant. Voilà. Donc, ce fait que le régime variable, ce régime variable a introduit du changement, il a introduit le passage du théorème d'Ampère à l'expression théorème d'Ampère généralisé, ou encore même d'Ampère-Maxwell, et une équation a découlé de là. On peut l'écrire sous sa forme intégrale. L'intégrale sur le contour C, la circulation du champ magnétique sur un contour C fermé est égale au flux du vecteur densité de courant de conduction plus le flux du vecteur densité de déplacement, le tout multiplié par 0. Mais on est obligé de prendre compte des deux. Voilà. Ici, on vous dit que représente la surface S. S n'est rien d'autre qu'une surface quelconque, mais qui doit forcément s'appuyer sur le contour C. Voilà. Celle-ci, c'est la forme intégrale. Celle-ci, c'est la forme locale. Voilà. Par exemple, si je veux, vous allez dire, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Allez, on va choisir pour C la surface S1. Si je mets ici S1, ici SA à la place de S, je vais avoir cette partie-là qui va être 0, qui ne va pas intervenir. Celle-là va intervenir, elle va me donner I. Par contre, si je mets ici S2, celle-ci, elle va disparaître parce qu'à l'intérieur du condensateur, il n'y a aucune charge vraie, mais il y a cette densité de courant de déplacement qui va me régler mon affaire, puisque celle-ci, comme l'a souligné par sa question votre camarade tout à l'heure, elle va me conduire à un courant I. Et je me retrouve avec mu0I pour la surface S2. Donc, ça marche tout le temps. S'il y a
la présence des deux, ça va marcher. S'il y a la présence que du courant de conduction, ça va marcher. S'il n'y a que seulement la densité de courant de déplacement, ça va marcher. Voilà pour la démonstration pour la surface S2 et de façon générale pour toute surface S qui s'appuie sur un contour C. Ici, je vous ai mis cette petite remarque-là. Je vous ai dit JJC. Peut-être que vous voyez que c'est une flèche dans les deux sens. Je voulais simplement vous dire que parfois, quand vous allez voir les équations, parfois vous allez voir le petit c qui va vous rappeler que c'est une densité de courant de conduction. Parfois, non. On peut vous mettre J seulement. Mais si vous voyez ce terme-là et que vous savez que vous êtes en régime variable, automatiquement, vous allez devoir comprendre que même si on n'a pas insisté sur le petit c, ça veut dire que ce terme-là symbolise la densité de courant de conduction et que ce terme-là symbolise la densité de courant de déplacement. Et maintenant, pour finir, cette équation de Maxwell-Ampère va venir à son tour enrichir le premier tableau que l'on a vu. On a vu que l'équation de Maxwell-Faraday, la fois précédente, a pris la place de l'équation en régime statique, en régime stationnaire de rotationnel de E égale 0. Et maintenant, cette équation-là va prendre la place de, c'est l'expression généralisée, au lieu d'avoir uniquement mu0j, comme on avait dans le tableau, maintenant, ça va être plus ce terme-là. Voilà donc. Et quand on parle de couplage, qu'est-ce que ça veut dire un couplage dans une équation? Un couplage entre E et B, ça veut dire que dans le domaine variable, c'est pas ça veut dire que dans le domaine, non. Un couplage, lorsqu'on parle de couplage, ça veut dire qu'il y a les deux à la fois. Regardez, couplage entre E et B, ça veut dire que dans la même équation, j'ai B et en même temps j'ai E. C'est ça le couplage entre E et B. Et cette affaire de couplage, elle ne se produit pas dans le régime stationnaire, mais elle se produit dans le régime variable. À vous maintenant, vous avez le droit de poser des questions. Je vous écoute. Je préfère que vous parliez. Je préfère que vous parliez, c'est mieux, parce que là, je suis en train d'essayer de regarder qui est-ce qui a écrit un message et je n'arrive pas à voir que quelqu'un a écrit un message. Pourtant, je vois une petite bulle. Voilà. Alors, s'il vous plaît, posez-moi vos questions. Je suis à l'écoute. Je répondrai à toutes vos questions. Sinon, je vais appeler chacun par son nom si vous ne prenez pas la parole. Allô? Madame, juste, j'ai raté le début. Oui, Est-ce qu'il y aura... Est-ce que vous nous enverrez ce PDF pour que je puisse relire la première slide ou là, un truc après, genre, ou là demain, ou là quand vous voulez? Mademoiselle, très bien. Oui. Vous étiez présente la fois d'avant, la Oui, séance précédente. Et j'ai envoyé oui. un PDF qui est sur le Drive actuellement, mademoiselle. Il est sur le C'est le Drive. même que toi, en tout cas. Oui, je sais, je l'ai. Oui, c'est le même, c'est absolument le même, mais la dernière fois, nous n'avons pas terminé ce cours. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis en train. Mais là, puisque vous avez été perturbés, nous avons tous été perturbés, vous me dites quel est le slide que vous voulez que je reprenne, je le reprendrai avec plaisir. Lequel Juste le tout premier, le champ électrique. Slide numéro, Attends. quel numéro? Le Regardez. premier, il est درته في هذا. Alors, attends. Lequel? Celui-là même. Dites-moi le numéro. Non, هذا درته. Celui-là. ماشي le 10, le 9, le 9. Il n'y a pas de souci, je vais le reprendre. Pour Merci. ceux qui ont déjà écouté l'explication, معليش, on est obligé de faire ça pour boucler ce cours une fois pour toutes et passer à autre chose. Et en plus, il reste un ou deux slides pour finir le cours. On peut se permettre, puisque la qualité est très, très bonne, alors on en profite. Ici, dans le tableau, j'avais donné deux tableaux sur le slide numéro 3, je crois. On avait cette équation-là. Cette équation, elle était valable en régime statique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ajouté la lettre S. Dans le tableau, on avait dit que le champ électrostatique est conservatif. Ça veut dire que la circulation du champ électrostatique, j'insiste, électrostatique, sur un chemin fermé est égale à 0. Alors, je repars vers le slide qui me disait ça. En même temps, on va voir le tableau. En même temps, on va en profiter
pour voir la chose qu'on voulait voir. Voici. Regardez, dans le domaine stationnaire, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette équation rotationnelle du champ électrique ici, c'était le champ électrostatique. Rotationnel du champ électrostatique, il est égal à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ électrostatique est conservatif. Qu'est-ce que ça veut dire le champ électrostatique est conservatif ou que n'importe quel champ est conservatif? Ça veut dire que un champ est dit conservatif si sa circulation sur un chemin fermé est égale à 0. Voilà ce que ça veut dire être conservatif pour un vecteur. Alors, juste après ça, on avait introduit ces identités, ces relations, on les avait développées dans notre TD. On avait dit que toujours, le rotationnel de n'importe quel vecteur est égal à 0 et que la divergence de n'importe quel vecteur est égale à 0. On a regardé cette équation. On s'est dit, tiens, si rotationnel de ce vecteur, de n'importe quel vecteur, et en particulier de ce champ-là, est égal à 0, donc je suis sûr, je suis la flèche bleue, que ce champ électrique, il s'appelle comme ça, gradient de quelque chose. Et bien sûr, il y a le signe moins que l'on connaissait, parce que déjà en première année, vous le connaissiez, que ce signe moins devait exister. Donc, le champ électrostatique, il est forcément conservatif, donc je suis sûr qu'il dérive d'un potentiel scalaire. De même, le fait d'écrire que divergence de B est égale à 0, ça veut dire que le flux est conservatif. Qu'est-ce que c'est un flux conservatif? Ça veut dire que le flux de ce vecteur B à travers une surface fermée est égal à 0. Et puis, j'avais fait une remarque ici, j'avais dit, cette réalité est vraie, même pour le champ magnétique qui n'est pas statique. Nous allons le voir, effectivement, c'est vrai, toujours, on n'a jamais vu autre chose que divergence de B égale 0. Alors, regardez, dans le domaine statique, donc B, je termine d'abord, donc B, je suis la flèche, il s'appelle rotationnel de A à cause de cette équation-là. Chaque fois que j'ai divergence d'un vecteur est égal à 0, ça veut dire que je suis sûr que le quelque chose, c'est-à-dire B, le quelque chose, il est égal à rotationnel d'un certain vecteur E. Et c'est quoi ce E? En magnétique, en magnétostatique, on l'appelait vecteur A. C'est le potentiel vecteur. Et j'avais terminé en disant que ce vecteur A, il a différentes écritures possibles. Et pour décider tous ensemble que tous les physiciens travaillent sur le même A, M. Coulomb a choisi de dire, eh bien, on choisira le potentiel vecteur qui obéira à divergence de A égale 0. Comme ça, dans le domaine électrostatique, tout le monde est d'accord. Voici comment on choisit le bon vecteur A. Je retourne maintenant à l'équation que vous aviez, au slide que vous avez demandé, c'est-à-dire celui-là. Donc, on avait dans le domaine stationnaire, on avait cette équation-là. Et nous, on avait démontré juste avant, est-ce qu'on a vu l'équation précédente? Pardon. Oui. C'est celui-là que vous vouliez. C'est celui-là que vous vouliez. Très bien. Très bien. Oui. Donc, rotationnel du champ électrostatique, c'était 0. Et donc, le rotationnel du champ induit, nous, on avait dit dans une équation avant, ici, voilà, celle-ci, on avait dit que le champ électrique total, c'est la partie statique plus la partie induite. Partie statique plus la partie électromotrice. Donc, je reviens ici et j'écris rotation, pardon, mieux que ça, j'insiste, on avait démontré que rotationnel de EI est égal à moins dérivé de B par rapport au temps. On l'avait démontré. En utilisant Stokes, en utilisant tous les développements, on était arrivé à ça. C'est ça qui nous a permis de relier le rotationnel de EI à la dérivée de B par rapport au temps. Et comme ça, on avait écrit que rotationnel de EI égale à moins dérivée de B par rapport au temps. On a utilisé cette équation et cette équation pour faire les développements suivants. On avait dit, puisque rotationnel de EI, je l'ai remplacé par sa valeur, le rotationnel, il reste le rotationnel,
Le EI, je l'ai remplacé par sa valeur, c'est-à-dire champ électrique total moins le champ électrostatique. C'est égal à moins dérivé par rapport de B par rapport au temps. Ça, c'est l'équation que j'avais trouvée dans le slide précédent. Et j'ai remplacé B par quoi? J'ai remplacé B par le rotationnel de A. Donc, moins dérivé du rotationnel de A. Et comme l'espace et le temps, je peux les intervertir, j'ai fait rentrer la dérivée par rapport au temps et j'ai fait sortir le rotationnel. Et j'ai obtenu moins rotationnel de dérivée de A par rapport au temps. Et donc, puisque j'ai rotationnel ici, flèche bleue, rotationnel ici, rotationnel ici. J'ai un vecteur ici avec le signe moins. Qu'est-ce que ceci m'a permis d'écrire? Il m'a permis d'écrire que EI, je peux le remplacer par moins dérivé de A par rapport au temps. Et c'est pour ça que j'écris que le champ électrique total, dans le domaine variable, c'est le champ électrostatique plus le champ électromoteur ou bien le champ électrique induit. C'est exactement la même chose. Le électrostatique, je n'ai rien changé. Et électro-induit, je l'ai remplacé par la valeur que je viens de démontrer ici grâce à la flèche bleue. Je l'ai remplacé par moins dérivé de A par rapport au temps. Et j'arrive à la conclusion que le champ électrique total qui est égal au champ électrostatique, c'est-à-dire moins gradient de V, champ électrostatique, plus le champ électrique induit, c'est-à-dire moins dérivé de A par rapport au temps, c'est la partie induction. Due au phénomène d'induction. Voilà, très bien, je vous en prie. C'est très clair. Très bon. Très, très bien. Et les autres, est-ce qu'il y en a un qui veut? Oui, je vous en prie. Bien sûr, bienvenue. Oui. Celle-là. Du rotationnel de A? Non, non. La dérivée, pourquoi vous voulez que ce soit 0? Pourquoi? Bien sûr que si. Regardez ce qui se passe. Ici, le rotationnel, cet opérateur d'Abel, il représente l'espace. Et ça représente le temps. Vous savez que l'espace et le temps sont des variables indépendantes en électromagnétisme. Donc, nous allons voir à un moment donné, quand on va introduire les opérateurs, le système retardé, quelque chose qui s'appelle retardé, nous allons voir que nous allons créer une sorte de connexion entre les variables. Mais pour le moment, considérez que l'espace et le temps sont des variables totalement indépendantes. Donc, au lieu de d'abord faire le rotationnel et ensuite de dériver, ce n'est pas interdit de d'abord dériver et ensuite faire le rotationnel. Donc, quand j'introduis le temps, comme vous dites, si vous voulez considérer, je crois avoir compris le sens de votre question. Pour vous, vous considérez ça comme une sorte de produit, n'est-ce pas? C'est ça votre problème. D'un produit. C'est juste. Bravo, bravo. Ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous dérivez, même si vous dites qu'il faut dériver le premier, ensuite dériver le second, etc. Effectivement, si vous dérivez l'espace par rapport au temps, puisque ce sont des variables indépendantes, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 0. Il n'y a rien. D'accord? Voilà. Donc, il ne reste que le dernier terme. Et là, je vois rotationnel. Et là, je vois rotationnel. Et je vois le signe moins. Je peux le mettre juste à côté de la dérivée de A par rapport au temps. Et je retrouve donc la signification que mon champ électrique induit, il est exactement égal à moins dérivé de A par rapport au temps. Et c'est exactement ce que nous avons fait sur ce slide. Nous avons dit que dans le domaine temporel, dans le régime variable, il y a lieu de tenir compte d'un champ électrostatique et d'un champ électrique induit. Le champ électrostatique, je le connais déjà, donc je ne me suis pas inquiétée dans cette étape de le réécrire, je l'ai laissé électrostatique, et j'ai remplacé EI par l'expression que je viens de lui trouver, c'est-à-dire moins dérivé de A par rapport au temps.
Et là, je termine en disant, une conséquence du régime variable, c'est que le champ électrique présente une partie électrostatique qui s'appelle moins gradient de V et une partie électromotrice qui s'appelle moins dérivée de A par rapport au temps. Je crois que là, tout est dit. Est-ce qu'il y a quand même une question? Et mademoiselle, c'est bon, tout le monde pour les autres? Oui, tout va Très bien. bien, très bien. Donc, nous allons partir où? Nous allons partir ici, ça c'est fait. Donc, c'était le seul slide qui vous posait problème, mademoiselle. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Merci. Donc, ici, est-ce que ici il y a des commentaires? C'était le dernier slide qu'on avait vu. Donc, nous sommes après l'équation, regardez. Après l'équation de Maxwell, nous avons dans le tableau changé l'équation de Maxwell-Faraday, de Maxwell, l'une des équations de l'électrostatique. Maintenant, nous avons celle-ci à la place et on l'a appelée équation de Maxwell-Faraday. Et maintenant, nous avons encore une autre équation qui apparaît, qui va nous être utile, c'est celle-là. Pardon, c'est celle-là, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, nous allons passer au dernier slide de cette présentation. On va l'écouter, puis on va commenter et faire toutes les questions possibles. Considérons un volume taux délimité par une surface S. Long que l'orientation du vecteur ds est arbitraire dans le cas d'une surface ouverte, mais dirigée par convention vers l'extérieur dans le cas d'une surface fermée, comme c'est le cas ici. Le vecteur densité de courant JC caractérise par ailleurs le mouvement de charge. Le volume taux contient une charge Q qui correspond à une densité de charge ρ. Et toute variation de la charge implique une variation de la densité de charge. Enfin, toute variation de cette densité de charge correspond à un mouvement de charge, c'est-à-dire à un flux de vecteurs densité de courant JC. Si l'on considère que la charge quitte le volume, le produit scalaire JC ds est positif. Le signe moins est introduit pour exprimer le fait que la charge Q diminue. Ce raisonnement est évidemment généralisable. L'utilisation du théorème de Strogradsky, flèche verte, conduit au résultat flèche bleue appelé équation de continuité ou équation de conservation de la charge, qui traduit un principe fondamental en physique. Ce tableau synthétise les équations qui régissent le champ électromagnétique, aussi bien pour le régime statique que pour le régime variable. L'expression des équations dites de Maxwell-Flux et de Maxwell-Gauss sont inchangées. Il y a par contre des spécificités relatives au régime pour les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère. Signalons que les équations du régime variable étant plus générales restent valables pour le régime statique. Très bien. Je vais faire des commentaires sur le slide et puis vous serez invités à poser vos questions. Nous avons ici une surface S qui est fermée. Cette surface S fermée représente un volume que j'ai appelé taux. À l'intérieur de ce volume, il y a une charge Q. S'il y a une charge Q, je peux toujours parler d'une certaine densité de charge. Qu'est-ce que c'est qu'une densité de charge? C'est une charge par unité de volume. Il s'appellera ρ. Parlons maintenant du vecteur ds. Dans mon commentaire, j'avais dit que l'orientation du vecteur ds, elle est arbitraire si la surface est ouverte. Mais par convention, si une surface est fermée, toujours, il faudra représenter le vecteur ds vers l'extérieur. Et JC, je l'ai représenté ici, il correspond à un mouvement de charge. Un mouvement de charge. JC, c'est un vecteur qui traduit
un déplacement de charge. Voici l'utilité de JC. En même temps, c'est une densité de charge, c'est un vecteur densité de charge électrique de conduction, C, et en même temps, il traduit un déplacement de charge. Donc, je reprends d'ici. Je dis, c'est quoi la charge Q? C'est l'intégrale sur le volume tau de la densité de charge des ρ. Donc, si je veux dériver par rapport au temps cette charge Q, je sais que la dérivée par rapport au temps, j'ai le droit d'intervertir l'espace et le temps. Donc, directement, je peux faire rentrer à l'intérieur. Puisque le taux, il est indépendant, il sera indépendant, le volume, il sera indépendant du temps. Donc, la seule chose qui va varier dans le temps, c'est le paramètre densité de charge. Ensuite, je reviens ici. Je constate, puisque nous sommes en train d'imaginer que les charges, je les représentais en rouge comme des charges qui quittent le volume. Si le volume et les charges sont en train de partir, donc le vecteur JC et DS, je vais avoir ici un produit scalaire positif. Or, puisqu'il y a des charges qui ont quitté ce volume, donc la charge Q, elle va diminuer. Donc, puisque le produit scalaire est positif, il faut ajouter un moins pour démontrer, pour expliquer que ce signe-là devienne négatif. Et donc, j'ai utilisé, ensuite, je l'ai introduit le signe moins, et après, j'ai utilisé le théorème de la divergence ou le théorème d'Ostrogradsky. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de la divergence? Il dit, ou d'Ostrogradsky, il dit que le flux d'un vecteur JC, c'est quoi d'autre? Ce n'est rien d'autre que la divergence de ce vecteur fois des taux. Ici, c'est ds, et ici, ça devient des taux. Ça, c'est le théorème d'Ostrogradsky. Voilà. Et après, puisque j'ai des taux ici, dérivée de ρ par rapport au temps, divergence de JC ici, je mets le lien et j'ai créé ce qu'on appelle la divergence de JC plus la dérivée de ρ, parce qu'ici, il y avait un signe moins. Donc, égalité avec un signe moins. Et quand je fais passer tout du même côté, je vais avoir un signe plus. Dérivée de ρ par rapport au temps. Donc, toute divergence du vecteur densité de courant il faudra tenir compte, forcément, puisqu'il y a eu un mouvement de charge, il faudra tenir compte d'une variation de la densité de charge. Tout ceci est égal à 0 et c'est l'équation de continuité ou l'équation qui représente la conservation de la charge. Ça veut dire quoi la conservation? C'est un principe fondamental en physique. Pourquoi? Parce que les charges ne peuvent pas disparaître. Si je ne les trouve plus, c'est qu'elles se sont déplacées. C'est ça que dit l'équation de continuité. Elle dit que s'il y a variation de la densité de charge, ce n'est pas de la magie, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement de charge. Et qui est-ce qui traduit le mouvement de charge? C'est le vecteur densité de courant. Et ensuite, on termine ce slide. Celle-ci, c'est l'équation de continuité. C'est une équation très importante que nous utiliserons fréquemment. Et je termine ce cours d'induction électromagnétique ici par ce tableau. Ce tableau est récapitulatif. Du côté colonne, vous voyez une flèche bleue ici qui dit le régime statique. Plutôt que de statique, vous pouvez corriger. Le terme stationnaire est plus adéquat. Moi-même, je vais corriger. Ici, il vaut mieux mettre stationnaire que statique. On parle de champ électrostatique, on parle d'électrostatique, on peut mettre statique, mais il vaut mieux mettre stationnaire. Stationnaire, c'est plus vrai, ça rapproche plus de ce que nous décrivons. Donc, le régime stationnaire ici, corrigez chez vous, et ici, régime variable pour cette colonne. La colonne ici, elle me donne les équations. La première, on va l'appeler Maxwell-Gauss. Pourquoi Maxwell-Gauss? Parce que ici, elle correspond au théorème de Gauss. C'est la forme locale du théorème de Gauss. On a vu qu'elle est valable aussi bien en régime stationnaire qu'en régime variable. Elle ne nous a pas posé de problème, cette équation. Pourquoi? Parce que dans le régime stationnaire, c'est simple, ρ ne change pas, il ne varie pas en fonction du temps. Ici, vous voyez, ne change pas en fonction du temps. Et en régime variable, pourquoi elle est toujours valable? Parce qu'il
On peut aussi tenir compte d'un ρ qui varie dans le temps. Même si ρ varie dans le temps, cette équation reste valable. Donc, le théorème d'Ampère, il est valable aussi bien en régime stationnaire qu'en régime variable. Et l'équation, cette forme-là s'appelle Maxwell-Goss, parce qu'il a eu un coup de génie, Maxwell. Il s'est permis, enfin, et tout le monde lui reconnaît le fait d'appeler ces équations qui régissent l'électromagnétisme en associant son nom à tout le monde. On l'associe ici à Gauss, parce que ça marche pour le régime stationnaire et pour le régime variable, Maxwell-Gauss. Ici, celle du flux. J'avais insisté quand j'avais commenté le premier tableau, que l'équation avec le champ magnétique, vu qu'il n'existe pas, il n'existe pas de charge magnétique, on en avait parlé le jour où j'ai fait cours magnétostatique, à aucun moment, on ne pourra trouver une surface fermée qui va me dire, ah, ici, je peux trouver autre chose que zéro. Et cela vient aussi du fait que nous ne pouvons pas avoir de monopole magnétique. Vous cassez un aimant, vous avez toujours pôle nord, pôle sud. Jamais vous n'aurez la chance ou bien la réalité physique de rencontrer pôle nord tout seul, pôle sud tout seul. Pôle nord et pôle sud sont toujours réunis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de charge magnétique. C'est pour ça que c'est toujours zéro ici. Donc celle-ci, elle est aussi valable, comme vous le voyez ici, dans le domaine stationnaire comme dans le domaine variable. Par contre, cette équation-là qui dit que le champ électrostatique est conservatif, celle-là, elle n'est valable que dans le domaine stationnaire. Cette partie d'en bas, qui fait un couplage entre champ électrique et champ magnétique, ça veut dire que E et B se retrouvent dans la même équation, c'est pour le domaine variable. Bien sûr, vous avez quand même le droit de l'utiliser dans le régime stationnaire. Pourquoi? Parce que dans le régime stationnaire, rien ne dépend du temps. Ici, vous allez obtenir 0 et ça sera exactement la même équation que ici, rotationnelle de E est égal à 0. Enfin, la dernière équation qu'on a démontrée, dans le domaine stationnaire, elle est valable uniquement, on l'écrit uniquement avec mu0 JC. Par contre, dans le domaine variable, cette équation qui s'appelle Maxwell-Ampère, qui provient du théorème d'Ampère généralisé, elle s'appelle rotationnelle de B. Elle tient compte d'une partie qui correspond à des charges vraies et une partie qui correspond à des pas à des charges vraies, mais à une variation du champ électrique. Toute variation du champ électrique provoque l'apparition d'un champ magnétique. Tout déplacement de charge vrai implique du champ magnétique. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, ça c'est une synthèse. Ce sont les 4 équations de Maxwell sur lesquelles nous allons travailler à l'avenir dans notre prochain cours qui s'appellera les équations. Le prochain cours portera le nom de équations de Maxwell. Voilà. Si vous voulez, on va le réécouter, puis je vais vous donner la parole pour poser vos questions. Considérons un volume d'eau délimité par une surface S. Long que l'orientation du vecteur S est arbitraire dans le cas d'une surface ouverte, mais dirigée par convention vers l'extérieur dans le cas d'une surface fermée, comme c'est le cas ici. Le vecteur densité de courant JC caractérise par ailleurs le mouvement de charge. Le volume τ contient une charge Q qui correspond à une densité de charge ρ. Et toute variation de la charge implique une variation de la densité de charge. Enfin, toute variation de cette densité de charge correspond à un mouvement de charge, c'est-à-dire à un flux du vecteur densité de courant JC. Si l'on considère que la charge quitte le volume, le produit scalaire JC ds est positif. Le signe moins est introduit pour exprimer le fait que la charge Q diminue. Ce raisonnement est évidemment généralisable. L'utilisation du théorème de Strogatsky, flèche verte, conduit au résultat flèche bleue appelé équation de continuité ou équation de conservation de la charge, qui traduit un principe
fondamentale en physique. Ce tableau synthétise les équations qui régissent le champ électromagnétique, aussi bien pour le régime statique que pour le régime variable. L'expression des équations dites de Maxwell-Flux et de Maxwell-Gauss sont inchangées. Il y a par contre des spécificités relatives au régime pour les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère. Signalons que les équations du régime variable étant plus générales restent valables pour le régime statique. Très bien. C'est très bien. Aujourd'hui, nous avons enfin fini notre cours d'induction électromagnétique. À vous la parole. Posez-moi des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non, pour l'instant, je crois que tout est clair. Très, très bien. Très bien, je suis ravie. Il est aussi simple que ça que le cours d'induction électromagnétique. Donc, j'ai expliqué pourquoi il fallait changer l'équation, celle-là. On avait vu tous les slides qui nous ont permis de remonter à Maxwell-Faraday. Et ensuite, nous avions ce Maxwell-Ampère, grâce à l'équation de Maxwell-Ampère généralisée, d'Ampère généralisée, nous avions obtenu ces équations. Donc, voici la première équation. Maxwell-Gauss, tout le temps valable. Maxwell-Flux. Pourquoi Maxwell-Flux? Parce que ici, le flux est conservatif, c'est-à-dire que le flux de B à travers une surface fermée est toujours nul. Et cette équation, elle est tout le temps valable, aussi bien dans le stationnaire que dans le temps. Et celle-ci aussi, parce qu'elle tient compte de ce terme introduit par Maxwell et qui s'appelle la densité de courant de déplacement. Voici les 4 équations qui régissent tous les champs électromagnétiques. Chaque fois que vous avez un champ électromagnétique, la magie de ces 4 équations prises ensemble vous permettent de résoudre le problème. Bien sûr, on tient compte des conditions aux limites. Parce que vous pouvez dire, madame, comment seulement ces 4 équations, elles vont me parler du champ électromagnétique qui se trouve dans la chambre dans laquelle je me trouve, qui se trouve à l'intérieur du micro-ondes, qui se trouve qui est émise par une étoile, qui est émise par un soleil. Et pourtant, ça marche. La seule différence, c'est les conditions et limites. Pour chaque condition aux limites, il y a une nouvelle façon de faire parler ces 4 équations de Maxwell. C'est comme si que vous me disiez, pourquoi à partir de... c'est comme si que vous me disiez, est-ce que c'est vrai qu'à partir de la farine, des œufs et du sucre, par exemple, de la levure, je peux produire différentes variétés? Oui, c'est la manière de mélanger, c'est la manière de cuire, c'est la manière de préparer qui fait que ça fera des différences. Si je prends un tissu, c'est le tissu, mais le tissu, je peux porter, je peux faire un pantalon, je peux faire une chemise, je peux faire une robe. Donc, je peux faire beaucoup de choses avec 4 équations. La seule chose qui sera différente, c'est les conditions aux limites. Chaque fois qu'on prendra de nouvelles conditions aux limites, ou bien une nouvelle densité, par exemple, avec ces 4 équations, si je prends une densité de charge constante ou une densité de charge fixe, je vais avoir, ou bien une qui est valable dans un premier domaine, entre 0 et R. Par exemple, lorsque je prends R qui varie entre 0 et A, je vais avoir un domaine. Entre A et B, je vais avoir un autre domaine. Tout ça, ça me crée des nouveautés qui font que ces 4 équations, Maxwell-Gauss, Maxwell-Flux, Maxwell-Faraday, Maxwell-Ampère, plus les conditions aux limites, vont me donner plusieurs variantes à mon phénomène électromagnétique. Voilà, j'ai terminé. Je n'ai pas d'autres commentaires. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à ce que j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très, très bien. Donc, voilà, je vous ai recommandé d'écrire ici stationnaire au lieu de statique. C'est plus juste d'écrire stationnaire ici. Voilà. Donc, mon objectif à moi, c'est que maintenant, je vais envoyer, je sais que je n'ai pas terminé l'électrostatique peut-être avec les 4 groupes. Je ne sais pas, comme ce n'était pas les mêmes avancements pour tout le monde, je préfère ne pas
traîner sur ce chapitre maintenant. Je préfère entamer une séance de travail de TD avec l'ensemble des étudiants qui vont se présenter et ce sera la magnétostatique. On va débuter, je sais que personne n'a la magnétostatique, personne n'a fait ce TD de magnétostatique. Je vais donc programmer une séance pour un TD de magnétostatique. Entre-temps, je vais l'envoyer à votre délégué de section, le TD en PDF. Elle va vous le transmettre à tous et tout le monde est invité. Vous avez tous votre cours. Tout le monde est invité à travailler. Et comment ce sera le travail? Évidemment, ce travail de PowerPoint, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Donc, ce que je peux vous demander, c'est que chacun prépare son TD. Chacun prépare son TD. Et moi, ce que j'adore, ce ne sont pas les TD où tout est juste. Si tout est juste, ce n'est pas que je n'aime pas que les choses soient justes. J'adore quand c'est juste. Seulement, quand c'est juste, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Moi, j'aime bien un étudiant qui fait vraiment ce qu'il a compris. Il ouvre son cahier, il essaie de faire d'après ce qu'il a compris. Même s'il y a des erreurs, moi, je serais très contente, avec des erreurs, de voir les erreurs. Et là, je vais faire des commentaires sur les erreurs. Donc, je vous donne la série de... Oui. Juste pour savoir où on prépare le TD, est-ce que vous avez une date à peu près le TD? Est-ce que c'est dans une journée, 3 jours à faire? Regardez, puisqu'on va essayer de faire une séance de travail par semaine, parce que moi, vu que l'induction électromagnétique a pris beaucoup de temps, et chaque fois, je n'étais pas décidée à me remettre au travail pour préparer le cours suivant. Donc, mon cours suivant n'est pas encore prêt sous PowerPoint, donc ça va me demander du travail. Donc, moi, je dis, on va se donner rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. Ah, d'accord, parfait. Voilà, vous avez une semaine de travail. Je vais vous donner toute la série. Vous vous préparez toute la série. Après, nous allons, si vous me dites par exemple comment vous avez fait avec comme ça, je vais apprendre moi aussi. Comment vous avez fait avec les autres enseignants, comment ils ont fait leur TD. Le TD, ils l'ont écrit et ils l'ont mis قدامنا بلا solution وكانوا يقراوه tout simplement. Ah oui, juste comme ça. Oui, D'accord. juste voilà, ils partagent Moi, l'écran et ils ferment. D'accord. Moi, je trouve que c'est très bien de faire travailler les étudiants. C'est pour ça que moi, je dis que si des étudiants peuvent nous faire un partage d'écran et nous montrer, Partage, oui. voilà, ils nous montrer même des erreurs, moi, j'adore qu'il y ait des erreurs. Comme ça, je trouve l'occasion de vous corriger quelque chose. C'est peut-être tout le monde qui fait la même erreur. Moi, je serais très contente de corriger cette erreur. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont les solutions, je vous invite à ne pas les consulter. Je veux des solutions, même fausses, c'est ce que je cherche. Je veux corriger du faux. Voilà. Si quelqu'un a fait quelque chose de juste, il y aura toujours un étudiant pour dire « moi, je n'ai pas compris comment ça s'est passé ». Donc, soit on corrigera les erreurs présentées, soit si c'est du juste, tout le monde par hasard a fait quelque chose de juste, eh ben, on va quand même faire, peut-être il y a un étudiant qui n'a pas compris un détail, on va le corriger. D'accord? Et moi-même, je suis sûre que j'aurai toujours quelque chose à vous apporter. Je ne pense pas qu'un étudiant, c'est peut-être qu'il y en aura, qui réussiront, sans regarder les solutions des années précédentes, à me donner des solutions totalement justes et ce sera très bien. S'il y a quelqu'un qui réussit à faire ça, c'est très bien. Mais moi, j'aime bien corriger ce qui est faux. Donc, tout le monde est invité. J'envoie tout de suite à mademoiselle Amir Sarah, votre déléguée de section, le PDF de magnétostatique. Vous préparez tous les exercices. Vous considérez, je vous donne une large semaine et chacun d'entre vous est invité à me proposer une solution. Et donc, on fera un partage d'écran et vous me montrerez ce qu'il y a comme solution à votre niveau, que je commenterai. Voilà ce que je propose. Rendez-vous est pris pour jeudi, donc je pense que le créneau de 8h30, est-ce que le créneau de 8h30, je sais que ce sera Ramadan, mais 8h30, c'est bien, ça vous convient. Si vous voulez 10h par exemple, si personne ne l'a réservé, on réserve la séance de 10h pour jeudi prochain, comme vous voulez. Est-ce que vous préférez 8h30 ou 10h? Ce sera 10h.
Donc, déjà, vous savez que nous avons un TD de magnétostatique le jeudi à 10 heures. Je vais de ce pas envoyer l'invitation pour que personne ne prenne ce créneau. Tout le monde sera informé que jeudi 10 heures, c'est pour nous. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous envoie par email Sarah qui va vous transmettre le TD de magnétostatique. Préparez toutes les solutions que vous voulez et le jeudi, on corrigera, on fera notre séance de TD. Et après, quand on aura compris comment ça marche, je pourrai reprendre l'électrostatique pour les choses qu'on n'a pas finies avec les groupes. Mais je préfère commencer d'abord avec quelque chose de tout nouveau pour tout le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis très contente que ça se soit déroulé aussi bien. Inch'Allah, ça va persister et ça va continuer comme ça et on va faire du bon travail ensemble. Et ne vous inquiétez pas, à la reprise, les enseignants ne sont pas des fous. Je ne pense pas qu'il y aura des enseignants qui vous diront on fera tout de suite les examens. On n'est pas des fous, les enseignants sont des personnes conscientes. Oui, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, travaillez pour apprendre, pour ne pas perdre votre temps. Et au moment de la reprise, Inch'Allah, on pourra faire et tenir compte des problèmes qui se sont présentés pour tout le monde. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée et bon travail et à jeudi prochain. Je vais tout de suite programmer notre nouvelle séance. Je suis très contente que ça se soit bien déroulé. Au revoir. Merci. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.